Le 22 avril 1849, Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est arrêté au petit matin par la police du tsar, Nicolas Ier. Il a 27 ans. En Russie, après son premier roman, Les pauvres gens, salué comme l'œuvre originelle d'un écrivain majeur, Dostoïevski peine beaucoup à retrouver le succès. Il s'éloigne des complaisances et des jugements cruels des milieux littéraires. Il leur préfère les réflexions politiques et l'esprit de justice des militants socialistes de Saint-Pétersbourg. Il appartient au groupe Petrachevski, du nom de son inspirateur. Comme ses camarades intellectuels, il souhaite l'abolition du servage et une transformation sociale dans une évolution raisonnable. Mais Nicolas Ier n'a pas hésité à faire pendre et à déporter ceux qu'on appelle les décembristes, les conspirateurs du coup d'État militaire du 14 décembre 1825. Et le tsar est bien décidé à mater la nouvelle génération des jeunes militants, sous l'influence des idées révolutionnaires de l'Occident. Le 22 décembre 1849, les membres du groupe Petrachevski sont tous conduits sur la place Semenovski, à Saint-Pétersbourg. Comme les autres conjurés, dans un froid glacial, Dostoïevski entend la lecture de la sentence. Il est condamné à mort. Il voit ses camarades, Mikhaïl Petrachevski en tête, emmenés puis attachés au poteau d'exécution et revêtus de la cagoule des condamnés, alors qu'il s'apprête lui-même à être fusillé, dans l'attente interminable de la première rafale meurtrière. Dostoïevski s'approche de son ami, Nikolaï Spechnev, et lui dit ces quelques mots. Nous serons avec le Christ. Il ne lui restait plus que 5 minutes à vivre. 5 minutes qui lui avaient fait l'effet d'une éternité. Il mourait à 27 ans, plein de santé et de force. À présent je vis, pensait-il. Mais dans 3 minutes, que serais-je et où serais-je? Non loin de là, il y avait une église dont le soleil faisait rayonner la coupole dorée. Il ne pouvait en détacher ses regards. Il lui semblait que ces rayons étaient sa nouvelle nature et que dans 3 minutes, il allait se confondre avec eux. Et si je ne mourais pas, si la vie m'était rendue, alors je changerais chaque minute en siècle. Je n'en perdrais pas une seule. Cet extrait du roman L'Idiot cristallise mieux que tout commentaire cet instant d'une totale atemporalité, où le jeune Dostoïevski attend la déflagration qui va déchirer l'insoutenable silence. Mais soudain un aide de camp s'avance, fébrile, pour annoncer un nouveau jugement. Les coupables ayant mérité la mort sont graciés par la clémence infinie de notre tsar, Nicolas Ier. Le simulacre d'exécution d'une cruauté sans nom a été accompli. Pour Dostoïevski, ce sera le bagne, 4 ans, et l'exil. Mais qu'importe, la joie le submerge. Je ne me souviens pas d'un jour aussi heureux, dira-t-il 20 ans plus tard. Il écrit aussitôt à son frère Mikhaïl. Je ne suis pas abattu, je n'ai pas perdu courage. La vie est partout, la vie. La vie est en nous et non dans le monde qui nous entoure. Près de moi seront des hommes, et être un homme parmi les hommes et le demeurer, voilà ce que c'est que la vie. Je l'ai compris. Cette idée m'est entrée dans la chair, dans le sang. Quand je pense à tout le temps que j'ai gâché par ignorance de la vie, je me transformerai pour le mieux. Adieu. Mais je te reverrai, j'en suis sûr. Le 24 décembre, Dostoïevski est déporté en Sibérie, à Omsk. Le traîneau qui l'emmène parcourt les rues enneigées de Saint-Pétersbourg, qui
qui ruisselle de lumière en ce jour de Noël. Le cœur lourd, l'écrivain en ressent l'ambiance et la joie si particulière. Derrière les fenêtres, la fête bat son plein dans les familles. Sur la route, la tempête s'abat sur le convoi. La température atteint les -40. À la dernière halte, avant le bagne de Omsk, Dostoïevski se voit remettre par l'épouse d'un révolutionnaire décembriste un exemplaire du Nouveau Testament. C'est la seule lecture autorisée en prison. Noirci d'annotations, le livre sera encore entre ses mains, sur son lit de mort. Dostoïevski vit un simulacre d'exécution. Il est certain de traverser ses derniers moments, ses dernières minutes. C'est un épisode à la fois traumatisant et exaltant, c'est-à-dire qu'il va changer de vie profondément, puisqu'il va un peu abandonner sa jeunesse socialisante, progressiste, pour découvrir la prison et puis surtout le bagne en Sibérie, c'est-à-dire le peuple russe qu'il ne connaissait pas. Et il va le découvrir dans sa nudité, dans sa cruauté, mais aussi dans ses beaux moments. Le Dostoïevski d'après le bagne et d'après cette exécution n'est plus le même. C'est quelqu'un qui a un autre rapport au monde. Et c'est vrai que la question de la mort à soi-même, on la retrouve dans tous ses romans. Dans Les Frères Karamazov, la phrase qui revient tout le temps, c'est la phrase de Saint Jean l'Évangéliste « Si le grain ne meurt ». À l'approche de la Pâque, Jésus dit à ses disciples « La voici venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce qui est intéressant, c'est que chez Dostoïevski, je crois qu'il y a une insistance véritablement beaucoup plus sur la vie que sur la mort. Dans un roman que j'adore, qui est L'Adolescent, Dostoïevski propose cette drôle de formule, la vie vivante. Et il se demande ce que c'est que la vie vivante. Enfin, ce sont des personnages qui se demandent ce que c'est. Et à ce moment-là, il y a donc le beau-père du héros, qui est en fait son vrai père, Versilov, qui dit au personnage principal, c'est la vie vivante, c'est quelque chose que l'humanité cherche depuis toujours et qu'elle n'a jamais trouvé, mais qui est en fait la chose la plus évidente qui soit. Qu'est-ce que c'est que la vie vivante ? C'est profiter de l'instant. C'est être joyeux de vivre ce moment. De regarder autour de soi, de voir que malgré les misères et les souffrances, il y a de la beauté, il y a de l'énergie, il y a du désir, il y a de la vie. Et donc la vie vivante, c'est, dit encore ce personnage, une vie pas inventée. C'est-à-dire pas une vie qui passe par l'idéologie, les convictions, les grands projets, mais une vie qui passe par la joie d'être vivant. Et ça, évidemment, ça vient chez Dostoïevski de son expérience des derniers moments de son existence. Cette pulsion de vie, puissante et constante, c'est ce qui saisit d'emblée le lecteur, qui découvre le monde de Dostoïevski. Comme une énergie électrique, une vibration souterraine, un cœur battant, qui anime les protagonistes de l'œuvre romanesque et les fait exister comme de vraies personnes, d'une justesse et d'une vérité inégalables. Tout en elle nous apparaît naturel, d'une présence presque palpable. Dans sa forme même, l'écriture de Dostoïevski est porteuse de cette vie vivante dont ses personnages font l'apprentissage. Lui-même va la découvrir au bagne, contre toute attente, comme dans cette évocation de l'état d'esprit des prisonniers, après une pièce de théâtre qu'ils ont eu le droit de jouer. Les nôtres se dispersent, joyeux, contents. Ils font l'éloge des acteurs, remercient le sous-officier. On n'entend pas de dispute. Ils sont contents comme pas à l'ordinaire. Ils ont même l'air heureux. Ils ne s'endorment pas comme d'habitude, mais l'esprit en paix. Pourtant, ce n'est pas là un rêve de ma fantaisie. C'est une vérité vraie. Pendant un petit peu de temps, on a permis à ces pauvres gens de vivre à leur façon, de se réjouir comme des hommes, de vivre une heure ailleurs que dans le pénitencier. Et l'homme, moralement, se transforme.
ne serait-ce même que pour quelques minutes. Mais voilà déjà la nuit profonde. Le vieillard prie toujours sur le poêle. Il continuera de prier jusqu'à l'aube. Aléi dort tranquillement près de moi. Je me souviens que, même en s'endormant, il était encore en train de rire en parlant du théâtre avec ses frères. Et malgré moi, j'observe son visage d'enfant. Cette percée de lumière qui éclaire l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans le livre « Les carnets de la maison morte », est certes une exception, parmi les récits beaucoup plus sombres que Dostoïevski donne du quotidien des bagnards, de la dureté de leurs relations, ou des châtiments dont ils font l'objet. Pourtant, dès sa sortie en 1854, le romancier écrit à son frère Mikhaïl: Tous ces types populaires que je ramène du bagne, ces caractères, je m'étais fait à eux. Que d'histoires de vagabonds et de brigands, et en général de vie noire, de vie de malheur. Quels gens merveilleux. La réalité de leur humanité oriente désormais la quête de vérité de l'écrivain. Se retrouver au bagne, pour un homme qui, d'une façon ou d'une autre, appartenait à la classe privilégiée, a changé radicalement son rapport avec ces gens. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait pas de monstres, il n'y avait pas de saints. Il y avait des monstres, mais que ces monstres étaient des êtres humains. Et cette espèce de complexité de l'humanité, c'est à ça qu'il a été confronté. Il n'y a pas de monstre absolu. Dans les carnets de la maison morte, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement que c'est la maison qui est morte. C'est-à-dire la structure, l'empire, le pénitencier, le bagne lui-même. Mais à l'intérieur, les gens, ils sont vivants. Et ce que Dostoïevski, non pas explore, mais ce qu'il permet de faire vivre, c'est justement quelles sont les limites de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie dans ses limites ? Et qu'est-ce que c'est qu'une vie dans ses limites au quotidien ? Dostoïevski est le premier écrivain du monde concentrationnaire, c'est-à-dire qui explique la violence radicale et de l'État et des gens qui subissent cette violence. D'autre part, qui montre les haines parmi les victimes de la violence, les haines et la solidarité. Et qui montre que dans le fond de l'abîme, de ce qu'on pourrait considérer comme l'abîme, règnent les mêmes lois que dans la société. C'est-à-dire que nos restes vivants ne sont réellement vivants que les gens qui gardent le sentiment de leur propre dignité et qui sont capables de dire « tu » au lieu de dire tout le temps « je ». Et les carnets de la maison morte, c'est le premier livre sur la fraternité humaine. Dans un monde où, par définition, il n'y a aucune fraternité possible. Perdre sa dignité pour un forçat est sans doute la pire des infortunes. C'est peut-être pourquoi le peuple russe qui réside près des colonies pénitentiaires appelle les criminels du bagne les malheureux. Dostoïevski, lui, voit en l'homme qui a mal agi un méchant, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui qui a méchu, du verbe ancien, méchoir, qui signifie tomber. Le mal, c'est toujours la chute de l'homme, c'est-à-dire de l'humanité tout entière, et de cette communion universelle dans la faiblesse, comme le rappelle l'écrivain dans son dernier roman, Les Frères Karamazov, à travers ces mots du moine Zosim. Souviens-toi que tu ne peux être le juge de personne, car avant de juger un criminel, le juge doit savoir qu'il est lui-même aussi criminel que l'accusé, et peut-être plus que tous coupables de son crime. Car si tous nous étions meilleurs, alors lui aussi serait meilleur. Car si j'étais moi-même juste, peut-être n'y aurait-il pas de criminel devant moi.
Le crime qui se développe sur le terreau de la pauvreté, de l'humiliation et de la misère. Le jeune Dostoïevski y sera confronté, dans sa famille, à l'âge de 18 ans, à travers son propre père, Mikhaïl Andreï Dostoïevski, un médecin militaire issu de la noblesse, qui possédait un petit village et des terres en ces temps de servage de la Russie tsariste. Sa présence et sa personnalité ont douloureusement marqué l'écrivain. Il était, les biographes s'accordent là-dessus, autoritaire, colérique, tyrannique, alcoolique, violent. Il supportait mal ses enfants le supportaient mal également. Chaque instant loin de lui était vécu comme une respiration, une libération. C'est une figure qui est donc fondamentale chez Dostoïevski, d'une part parce que c'est en fait un élément de traumatisme de son enfance. Il y a un véritable traumatisme qui suit, c'est le moment de la mort de ce père. Il a environ 18 ans, il est étudiant à Saint-Pétersbourg, il n'habite plus avec son père et il apprend par lettre le décès de son père qu'on a retrouvé en fait au bord d'un chemin. Dostoïevski avait perdu sa mère quand il avait à peu près 16 ans, ce qui avait d'ailleurs achevé de faire sombrer le père dans l'alcoolisme et la tyrannie. Dostoïevski, comme j'imagine un certain nombre d'adolescents détestant le père qui leur en fait voir de toutes les couleurs, c'est une mort que Dostoïevski a souhaitée secrètement, plein de fois, comme une sorte de rêve fou. Les analyses de sa mort divergent un peu. Il y a quand même une sorte de consensus sur la thèse de l'assassinat. Et le père de Dostoïevski aurait été assassiné par ses propres serviteurs, par ses serfs. À l'époque, le servage existait encore en Russie. Et il y a même certaines sources un peu moins fiables, mais qui sont quand même multiples et concordantes, qui évoquent une émasculation post-mortem du père par des serfs vengeurs, puisqu'il se serait, on va le dire comme ça, mal comporté avec ses servantes et ses serves. C'est un bouleversement à plusieurs niveaux pour Dostoïevski, d'une part parce qu'il perd son père meurt a priori assassiné, ce qui est encore pire, et il se demande s'il n'est pas coupable à un certain degré de la mort de ce père, puisqu'il a souhaité cette mort plusieurs fois. Cette culpabilité ne quittera plus Dostoïevski, jusque dans son ultime roman, Les Frères Karamazov, qui est l'histoire d'un parricide et de ses conséquences au sein d'une famille. L'écrivain et historien Henri Troyat souligne que l'enquête ne révéla rien. Les autorités locales et la famille Dostoïevski ayant probablement intérêt à étouffer l'affaire, pour que les paysans, complices, cultivent toujours la terre, tout en restant à leur service. Ainsi, la violence se manifesta très tôt et très intensément, dès la jeunesse de Dostoïevski, en frappant au cœur même de sa vie, détruisant la figure paternelle. Avec pour autre conséquence les symptômes épileptiques de Fiodor, dont l'origine probable remonte à l'âge de 7 ans, mais qui se serait aggravée de manière définitive après la mort de son père, selon Sigmund Freud, dans son texte « Dostoïevski et le parricide ». Évidemment que ça ne pouvait pas ne pas laisser de trace chez Dostoïevski. Mais ça, c'est l'aspect biographique. Ce qui me touche plus que ça encore, c'est ce que ça implique d'un point de vue de l'écriture et de l'idée. C'est qu'est-ce que tu fais quand Dieu est monstrueux, quand le Créateur, quand l'origine se moque de sa créature, et se moque, même pas pour l'éprouver, mais simplement parce que ça lui fait plaisir. C'est la question des Karamazov. Et si Dieu était le père Karamazov, si Dieu, en général, nous donnait tous une onction, masya, c'est l'onction, kara, qui veut dire deux choses. Kara en russe, c'est le châtiment. Et dans les langues turques, kara, c'est le noir. Et Dostoïevski le savait, évidemment. Donc c'est l'onction du châtiment et l'onction noire. Les Karamazov, c'est ça. Si tout être humain naissait
porteur d'un péché originel qui était sa naissance même, son origine même. C'est-à-dire, comment vivre sous le sarcasme d'un monstre. Voilà, ça c'est une question dostoïevskienne. L'enfance de Dostoïevski lui fut plus harmonieuse grâce à l'amour de sa mère, Maria Fedorovna, que l'on disait sensible et douce. Il reçoit d'elle une éducation chrétienne et se rend à la messe. Elle lui fait la lecture des textes saints. Selon l'écrivain lui-même, le premier texte à l'avoir frappé dans sa vie fut le livre de Job, récit biblique où Dieu et Satan s'affrontent, en éprouvant un pauvre serviteur innocent, qui endure les pires tourments et souffrances, mais qui fait triompher le bien par son acceptation et sa confiance. Je lis le livre de Job, et il me plonge dans une extase maladive au bord des larmes. Quelle grandeur, quel mystère inconcevable. Écrira-t-il bien des années plus tard. Ce mystère sacré, où apparaît un cheminement de sainteté, creuse chez ce jeune lecteur un sillon spirituel qui va irriguer sa vie intérieure et l'interroger durablement sur le sens de la souffrance, la question du mal, de l'incompréhension de l'homme face à l'injustice et de l'apparente passivité de Dieu. L'enfant Dostoïevski s'attache aussi beaucoup aux paysans, aux serfs et à la terre russe. Le jeune Fiodor demande parfois à conduire le cheval attelé ou à manier la faux. Un vieux paysan nommé Mareille le prend en affection, tel un grand-père du hasard. Le meurtre de son père n'altérera en rien ce lien et cette proximité avec le peuple. Un lien qui s'affirmera bien davantage encore au bagne. À la fin des carnets de la maison morte, Dostoïevski écrit ces mots, qui témoignent aussi de sa vie vivante. Je me souviens d'un unique désir, passionné, de ressusciter, de me renouveler, d'avoir une vie nouvelle qui m'a donné la force d'attendre et d'espérer. Je décomptais chaque jour, je leur disais adieu, je les enterrais. Malgré mes camarades, j'ai vécu dans une solitude terrible, et cette solitude, j'ai fini par l'aimer. Je me suis tracé un programme pour mon avenir. J'ai senti renaître en moi une foi aveugle de l'accomplir. Le succès des carnets de la maison morte sera immense et retentissant. Leur parution enthousiasme la presse et les plus grands écrivains. Tolstoï, qui avait pourtant peu de considération pour Dostoïevski, écrit en 1862. C'est un livre nécessaire. Je n'en connais pas de meilleur dans la nouvelle littérature. C'est le point de vue qui est étonnant. Il est sincère, naturel et chrétien. C'est un bon livre, un livre qui apprend à vivre. Si vous voyez Dostoïevski, dites-lui que je l'aime. Après avoir vécu cette expérience atroce et en même temps passionnante du séjour au bagne parmi les prisonniers, puis des années de relégation en Sibérie, Dostoïevski revient dans la capitale de l'époque qui est Saint-Pétersbourg, et il sent une sorte de force créatrice qui lui donne véritablement des choses à dire, qui lui permet d'aborder absolument librement les thèmes qui lui sont chers. C'est-à-dire qu'avant cette expérience évidemment majeure pour lui,
Il y a beaucoup de thèmes très intéressants qui sont abordés. Le thème du double, le thème déjà de l'humiliation, le thème de la rédemption. Mais je crois que véritablement, après son retour du bagne, c'est-à-dire à partir des années 1860 jusqu'à sa mort en 1881, il y a un fil. Et c'est un fil qu'il décline en divers romans et qui tourne autour de des questions de la liberté et du mal principalement. Dostoïevski va faire entrer des questionnements existentiels, spirituels, métaphysiques dans son matériau, c'est-à-dire dans des destins, dans des personnages qui font telle ou telle chose, qui parlent d'une certaine manière, qui bougent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va incarner les questions qu'il se pose, les idées qu'il teste en quelque sorte dans un matériau romanesque. Et à ce moment-là, il écrit une série de petits récits, comme Les Carnets du sous-sol. C'est un assez bref récit que Dostoïevski publie quelques mois après son retour de relégation en Sibérie, et qui est proprement ahurissant. Ahurissant parce que ce récit, Les Carnets du sous-sol, met en scène un personnage absolument déplaisant, pervers, et c'est la confession d'un petit fonctionnaire qui est un sale type. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. Je pense que j'ai mal au foie. De toute façon, je n'y entends rien à ma maladie. Et je ne sais pas au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas. Et je ne me suis jamais soigné. Même si je respecte la médecine et les docteurs. Non, si je ne veux pas me soigner, c'est par méchanceté. Ça, messieurs, c'est une chose que vous ne comprenez pas. Eh bien, moi, je comprends. Évidemment, je sais parfaitement que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seul et à personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie. Tant mieux. Il y a toute une série de nouvelles qui sont des carnets de quelqu'un. Carnet d'un inconnu, carnet de tel ou tel. Ce qui est passionnant quand on y réfléchit là, c'est que ce n'est pas les carnets de quelqu'un, c'est les carnets d'un non-lieu. Carnet d'un lieu qui est le carnet d'un en dessous. C'est juste le fait d'être en dessous. C'est pas une personne. C'est une personne créée par un lieu. Et c'est un état. Un état, oui. Voilà. Là, pour le coup, un état, on peut considérer de folie. Ce qui m'a frappé, c'est la première phrase. Je suis un homme malade, mais en russe, c'est beaucoup plus familier. Я человек больной. Я злой человек. Je suis un homme méchant. Zloy, c'est pas que méchant. Zloy, c'est qui porte en lui-même le zlo, le mal. Et puis, cette idée absolument frappante de la vanité de tout ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est à la fois bouleversant, c'est à la fois... Et c'est tellement à la source d'un pan immense de la pensée et de la littérature du XXe siècle. Les carnets du sous-sol composent un diptyque sur l'enfermement, avec les carnets de la maison morte. Mais le bagne de l'homme du sous-sol se situe d'abord à l'intérieur de lui-même, dans sa conscience. Le personnage rejette les lois de la raison et du progrès, d'un monde nouveau, supposé idéal et pourtant injuste, en cette seconde moitié du XIXe siècle. Il le condamne et le déconstruit dans sa pensée. Mais la liberté dont il use est trop dévoyée, capricieuse et complaisante, pour faire preuve de lucidité. Cet homme frustré, clos sur lui-même, Dostoïevski le définit par un mot inédit, l'anti-héros. Il est aussi paradoxal, sensible ou saisissant parfois, dans sa désolante et infinie solitude. Drôle aussi, dans ses postures, sa schizophrénie, ses mensonges ou sa noirceur. Il n'est peut-être, au fond, qu'un miroir de nous-mêmes, de notre misère intérieure.
dans une époque étrangère à la vérité. C'est un monde en soi, et c'est ça que Dostoïevski écrit dans la première partie. Un monde à la fois cohérent et totalement vain. C'est-à-dire que c'est un type qui est dans son monde. Je, homme. Je suis un homme. Je. Et que ce qui manque, c'est le tu. Quand tu es dedans, quand tu le traduis, quand tu le lis, tu es comme englué, englobé dans cette narration, dans cette espèce de passion, de haine, dans cette espèce de chose fascinante de dégoûtation qu'est cette narration. Tu laisses ça, tu gardes une espèce de fantôme en toi, terrifiant, et en même temps tu te dis, mais attends, il y a un truc de Dostoïevski qui est bizarre, c'est qu'il dit dans une lettre, et Dieu sait que c'est compliqué d'utiliser les lettres de Dostoïevski, mais là il dit une chose étrange. Il dit, la censure m'a tout coupé, m'a coupé l'essentiel. Or, on n'a aucune trace d'aucune coupe, ni d'aucune intervention de la censure. Alors, qu'est-ce qui a été coupé ? Visiblement, a été coupée la présence du Christ. Où elle était, comment elle était. En fait, elle est partout, et invisible. Le Christ, c'est celui qui dit tu, pas celui qui dit je. C'est le non-vu des carnets du sous-sol. Dans les ténèbres du sous-sol, l'espérance secrète de l'amour inconditionnel de Jésus ne peut donc se percevoir que dans son absence même, en creux. Malgré la pesanteur du réel, malgré la mauvaise foi du narrateur, ou en dépit de ses retrouvailles pathétiques avec d'anciens camarades qu'il jalouse et méprise dans un moment d'anthologie burlesque. Celui que l'écrivain appelle le représentant d'une génération en survie ignore que son salut passe par la reconnaissance de l'autre, du prochain. Sa rencontre bouleversante et cruelle avec Lisa, une jeune prostituée, laisse entrevoir la chance inattendue d'un amour salvateur, durant un instant. Mais les carnets du sous-sol demeurent une histoire sans fin. Fiodor Dostoïevski est ce qu'on appelle à l'époque un publiciste. Un auteur qui publie d'abord ses romans sous forme de feuilletons dans la presse. L'intensité et le rythme même de ses récits en sont d'autant plus captivants pour le lecteur. L'écrivain s'est marié en 1857 avec Maria Dmitrievna, rencontrée après le bagne en Sibérie. De retour à Saint-Pétersbourg, il a retrouvé sa ville familière, qui sert de décor à bon nombre de ses romans. Mais une nouvelle passion va s'imposer à lui et envahir totalement son existence. Dostoïevski fréquente les casinos durant des voyages en Suisse, en Italie et en Allemagne. Il découvre surtout la roulette. Le jeu devient pour lui une addiction totale et compulsive. Elle va durer 8 années. Ce qui attire l'écrivain est aussi ce risque absolu où le destin peut changer, du tout au tout, où l'on peut renaître en un instant. Et ce défi audacieux et provoquant face au calcul et à la prudence de l'esprit petit bourgeois, qu'il a en horreur chez les Européens. Lors de ses voyages en Europe, Dostoïevski a une liaison passionnée avec Apollinaria Souslova, une jeune femme militante et intellectuelle qui inspirera plusieurs de ses personnages féminins, libres, fiers et au fort tempérament.
L'écrivain va connaître la ruine, les mensonges, les errances et les humiliations de la dépendance au jeu. Mais d'autres épreuves l'attendent. En 1864, sa femme succombe à la tuberculose. Son frère Mikhaïl meurt quelques mois plus tard. Malgré d'inextricables problèmes financiers, Dostoïevski se sent responsable de la famille de Mikhaïl et subviendra à leurs besoins. Il devient un familier du casino de Wiesbaden, ville thermale en Allemagne. Dostoïevski y engloutit la moindre rentrée d'argent. Dans la spirale de son addiction, il ne sait jamais s'arrêter à temps. Il ne paie plus sa note à l'hôtel. On ne le nourrit plus. Lui préfère s'absenter au moment des repas. Il quémande à ses proches pour recommencer. Afin de payer au plus vite ses nombreux créanciers, Dostoïevski va signer en 1865 un contrat avec l'éditeur Fyodor Stelovski. Pour 3000 roubles, il lui vend le droit de publier ses ouvrages, déjà parus. Mais il doit, en plus, écrire un nouveau roman et le finir au plus tard le 1er novembre 1866. S'il échoue, Stelovski possédera toutes ses œuvres durant 9 années, sans verser aucune rémunération. Dostoïevski pense déjà à ce prochain livre. Il aura pour titre « Le joueur ». Le romancier songe d'abord à l'appeler Roulettenbourg, petite ville imaginaire qui a pour modèle Wiesbaden. Il réfléchit au plan de son livre, mais au bout d'1 an, à 1 mois de l'échéance du contrat diabolique, il n'a pas écrit une seule ligne. Des amis lui proposent de travailler pour lui. Il refuse. Il se décide alors à expérimenter une nouvelle méthode qui consiste à embaucher une sténographe pour lui dicter son roman. Il rencontre Anna Grigorievna Snitkine. Elle a 20 ans. Durant 28 jours, Dostoïevski construit le récit du joueur, sténographié par Anna, dans l'urgence d'une création chronométrée. Comme le souligne l'universitaire Jacques Cateau, le joueur est aussi un pari en soi pour le romancier, celui d'échapper au piège de l'éditeur Stelovski. Comment ne pas y voir une mise en abîme entre le réel et la fiction, là où le vertige de l'addiction au jeu forme la matière même de l'ouvrage à venir. Le pari est gagné. Le 31 octobre 1866, avant minuit, Dostoïevski dépose le manuscrit du joueur au commissariat, contre un bulletin daté et signé. Le livre paraîtra la même année. À travers le personnage de Paulina, on retrouve la beauté, l'intelligence et l'esprit orgueilleux de son ancienne maîtresse, Apollinaria. Dans le narrateur, Alexis se laisse percevoir un alter ego de Dostoïevski, au service d'une famille d'aristocrates désargentés qui tentent de se refaire à la roulette et qui attendent impatiemment l'héritage d'une vieille dame trop coriace et trop joueuse pour mourir. L'enjeu de cette histoire captivante et drôle, aux multiples coups de théâtre, n'est autre que le choix entre l'amour et le pouvoir de l'argent. L'auteur du livre, lui, a choisi l'amour. Dostoïevski s'est épris de la jeune sténographe, Anna, qui a partagé avec lui chaque instant du risque libérateur. Il la demande en mariage, de manière détournée et romanesque. Elle répond simplement qu'elle l'aimera toute sa vie. La renaissance, ou peut-être même la résurrection de l'écrivain de l'incarnation, s'accomplit ici, encore une fois. Il y aurait un travail magnifique à faire, ce serait celui d'étudier de près, dans toute l'œuvre de Dostoïevski, dans tous ses romans, la relation de l'homme et de la femme. Ce qui me vient là, c'est peut-être l'arrière-fond, c'est-à-dire la relation de Dostoïevski lui-même aux femmes, et notamment à sa seconde femme, celle avec qui il connaîtra l'amour paisible, l'amour aussi qui lui donnera des enfants, une vie de famille et une paix pour pouvoir écrire ces grands romans de la fin. C'est cette jeune femme qui va croire en Dostoïevski jusqu'au bout, au moment où lui-même était complètement addict au jeu. C'est cette période avant les grands romans où ils sont toujours en voyage, toujours en déplacement. Et à un moment, Dostoïevski, poussé par la dynamique de vérité qu'il y a dans leur couple, après avoir longuement peiné et combattu avec lui-même et supplié d'une certaine manière Dieu, il va à un moment être délivré, d'une façon un peu miraculeuse, par cette espèce de compulsion à jouer et à
à tout perdre. C'est dans une lettre à sa femme où il va dire « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est terminé et tu peux me croire ». Au moment où il conçoit Le Joueur, Dostoïevski travaille aussi à l'écriture d'une nouvelle œuvre, Crime et Châtiment. Pour l'écrivain Dominique Fernandez, cette coïncidence ne doit rien au hasard, car selon lui, Le Joueur, qui pourrait s'intituler Vice et Punition, est une version préparatoire à ce grand roman à venir, et partage avec lui un thème commun sur la double nécessité de commettre un délit ou une faute et d'en subir les conséquences. Crime et Châtiment, qui est le premier des grands romans pétersbourgeois de Dostoïevski. C'est un roman qui raconte la vie d'un jeune homme, d'un jeune étudiant issu de la noblesse, qui décide de tuer une vieille dame, d'abord parce qu'elle est nuisible, c'est une usurière, et deuxièmement parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il peut dépasser la morale, que finalement les grands hommes font fi de toute règle morale, que les grands hommes n'ont pas besoin d'être liés par des règles éthiques, et donc qu'ils peuvent éliminer un être qui ne sert à rien. Et ça, c'est le point de départ du roman. Le jeune Raskolnikov est, selon Dostoïevski, sous l'influence d'idées étranges qui se répandent en Russie. Il est inspiré par une forme de nihilisme, une théorie philosophique qui affirme l'inexistence de la vérité. En ce sens, il a certains points communs avec la pensée de l'homme du sous-sol, avec sa solitude extrême aussi. Mais Raskolnikov éprouve également une admiration certaine pour Napoléon. À son propos, il écrit « Seuls ceux qui s'élèvent au-dessus du niveau moyen sont, de par leur nature même, nécessairement des criminels. » Raskolnikov va effectivement assassiner cette vieille dame et tuer une autre personne qui se trouvait là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tout le roman va expliquer comment Raskolnikov, le personnage principal, va souffrir. Souffrir, peut-être pas de remords, en tout cas pas tout de suite, mais de souffrir parce qu'il est incapable d'assumer son acte. Raskolnikov, c'est quelqu'un qui s'est imaginé au-dessus des lois, qui s'est imaginé totalement libre, et tout le roman le ramène finalement à sa médiocrité, au réel. Rodion Raskolnikov, qui vit dans le dénuement, justifie aussi son meurtre par la nécessité de venir en aide à sa mère et à sa sœur, Dounia, qui manque cruellement d'argent et s'apprête à épouser un vieux bourgeois désespérant. Suite à son crime, dans un semi-délire, il erre, fiévreux, dans les rues de Saint-Pétersbourg, d'une étrangeté irréelle, avant de s'étourdir de sommeil. Il est aidé par son meilleur ami, Razumikin, par sa sœur, et surtout par Sonia, une jeune prostituée dont il connaît le père, Marmeladov, un ivrogne émouvant et malheureux. Bientôt, Raskolnikov va faire face au redoutable Porfire Petrovitch, juge d'instruction, dans un duel psychologique éprouvant. Bien qu'aucune preuve ne l'accuse, il confie à la douce Sonia son effroyable secret. Donc Raskolnikov dit « Mais ce n'est pas un être humain que j'ai tué, c'est un pou ». C'est écrit, c'est pas plus mal de le rappeler, en 1866, c'est-à-dire 80 ans avant l'idéologie nazie. Et Sonia dit « Un être humain, un pou ». La réalité est là. Sonia dit la réalité. Un être humain, même le pire, n'est pas un pou. Et puis, Sonia comprend, et au lieu de dire « Qu'est-ce que vous avez fait ?», elle dit « Qu'est-ce que vous vous êtes fait ?» Et la réalité est aussi là. Réalité que Raskolnikov, sur le coup, ne comprend pas. Parce qu'il n'est pas dans la réalité. Il est dans sa réalité à lui, qui est la réalité de son fantasme de puissance, de son fantasme de sacrifice pour aider sa mère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que Raskolnikov, comme toute une série de personnages de Dostoïevski, disent toujours je, et regardent le monde en termes de dialectique. Une des questions de Raskolnikov, c'est est-ce que je suis un pou ou Napoléon ? Et décidément, l'image du pou est fondamentale.
Mais il n'est ni un Pou, ni Napoléon. La dialectique n'est pas dans la vie. Il est ce qu'il est, lui. Et ça, il ne le comprendra que dans, quand il cessera de tourner en rond dans ses pensées, et aussi géographiquement dans la ville de Pétersbourg, parce qu'il tourne toujours en rond dans ses errances, il le comprendra quand il aura brisé le cercle. En attendant, le jeune homme reproduit ce mouvement lancinant et clos sur lui-même, qui évoque la spirale et les cercles de l'enfer de Dante. Aux yeux de Raskolnikov, Saint-Pétersbourg devient le décor de visions oppressantes et quasi maléfiques, où se brouillent les repères entre le quotidien et l'irréel, entre la beauté historique, la pesanteur et les odeurs suffocantes d'une ville qui étouffe dans un été caniculaire. La présence de Sonia y apparaît d'autant plus pure et fraîche qu'elle n'existe que par son regard de compassion absolue pour la souffrance indicible de son douloureux confident. Souffrance qui, comme dans le livre de Job, une fois acceptée et offerte à Dieu, participe, pour Dostoïevski, à la communion universelle pour la rédemption de chaque homme. À travers la jeune prostituée, petite sœur de Marie-Madeleine, cette souffrance de Raskolnikov semble lui ouvrir un chemin. L'évangile de Saint Jean en sera le révélateur. Raskolnikov arrive et voit la Bible. Et il dit « Где тут Лазарь ?» C'est où Lazare, ici? Et il demande à Sonia de lire. Qu'est-ce que c'est que la résurrection de Lazare? D'abord, Lazare a été enterré dans une grotte. Et l'entrée a été fermée par une lourde pierre. Et Jésus dit « ôtez la pierre ». Quand Raskolnikov a tué la vieille, il pensait avoir tout prévu, mais il n'avait rien prévu du tout. Il ne savait pas quoi faire des bijoux qu'il a trouvés. Et il ne savait pas où les mettre. Et il a trouvé dans une cour une pierre tellement lourde qu'il savait que s'il arrivait à la soulever, elle cachait ses bijoux. Et les bijoux, c'est toujours la métaphore de l'âme. Eh bien, personne ne les trouverait. Ôtez la pierre, dit Jésus. Marthe dit, mais il pue déjà, puisque Lazare est mort depuis 3 jours. Et Jésus dit, Lazare sort et vient. Et Lazare fait quelques pas. C'est-à-dire qu'au milieu du roman, Dostoïevski donne le sens. Tout son roman est un énorme poème sur le poids, sur le pas, sur la puanteur. C'est-à-dire que tout le roman ne parle que d'une chose. Non pas simplement d'un meurtre, évidemment qu'on parle d'un meurtre, mais on sait qui est tué, qui est mort et qui a été tué à la page 50. On parle de ce que Raskolnikov s'est fait à lui-même. Il a tué son âme. Il s'est tué lui-même. Et le roman parle de la présence évidente et non vue de Dieu dans la vie quotidienne. L'action de la grâce chemine lentement dans la pesanteur du réel. Elle n'apparaîtra que dans les dernières pages du roman. D'abord, lorsque Raskolnikov, en réponse à une demande de Sonia, vient s'agenouiller au milieu des passants de la place des Foins, puis embrasse la terre et prend à témoin le monde entier de son meurtre. Puis vient le temps des aveux judiciaires, dont Sonia est encore l'initiatrice, et que le jeune homme accomplit dans un effort surhumain contre lui-même, à la stupéfaction du juge Porphyre. Le procès a lieu dans la foulée. Raskolnikov est condamné au bagne, en Sibérie, pour 7 ans. Sonia a promis de rester auprès de lui. Elle lui rend visite dans cette maison morte. Si leurs destins sont liés, leur relation est faussée par une gêne et une distance insoluble, jusqu'à l'ultime scène de l'épilogue du livre. Il prenait toujours sa main avec une sorte de répulsion. Mais cette fois, leurs mains ne s'étaient pas séparées. Il ne savait pas comment cela était arrivé. Mais brusquement, ce fut comme si quelque chose le saisissait
et venait le jeter aux pieds de Sonia. Un bonheur infini s'illumina dans son regard. Elle avait compris, et il n'y avait plus de doute dans son esprit qu'il l'aimait à l'infini, et que cet instant-là était enfin venu. Ils étaient tous les deux pâles et maigres, mais ces visages malades et pâles étaient illuminés par l'aube d'un avenir renouvelé, d'une résurrection complète à une vie nouvelle. Le cœur de l'un contenait pour l'autre des sources de vie infinies. L'amour les avait ressuscités. Mais là commence une nouvelle histoire. L'histoire du renouvellement progressif d'un homme. L'histoire de sa progressive régénérescence, de son passage progressif d'un monde à l'autre, de son entrée dans une réalité nouvelle et jusqu'alors entièrement insoupçonnée.